Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Et comme d'habitude, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick et salut François, salut tout le monde. Et Salut. aujourd'hui, nous avons un invité, donc François Best. Bienvenue François. Salut tout le monde. Et donc, comme d'habitude, avec tous les invités, on va te laisser te présenter avec voilà, ce que tu fais dans la vie, ton job, ton background, tout ça, tout ce que tu fais. Ouais. Alors moi je suis freelance développeur web, principalement du React. Je bosse avec des startups, avec des institutions publiques. En ce Mhm. moment je bosse avec une université à Amsterdam, c'est rigolo. Et ouais, ça fait depuis 2018 que je me suis mis à mon compte, principalement pour faire du web, parce que avant je faisais du C++ dans le domaine de la musique, de Waouh. pro audio. Donc je faisais des logiciels pour les studios, des trucs comme ça. C'était super sympa. Mais le web, ça a l'avantage de pouvoir aller beaucoup plus vite pour développer des trucs, parce que les cycles de développement en C++, c'est très très long. Tu veux Et pas donc, faire des pointeurs pour le web? ouais, non, non. Non. Des fois, je pourrais faire du WebAssembly ou des trucs comme ça, mais vraiment quand on Ouais, a vraiment, vraiment besoin, quoi. Non, l'avantage du web, c'est de pouvoir avoir la vitesse de cycle de développement pour shipper des trucs rapidement, quoi. ouais. Et donc, c'est ça qui m'a amené dans ce domaine-là. Et pourquoi React? Parce que bah, c'était le framework à la mode il y a 4 ans et ça l'est plus ou moins toujours en ce moment. Yes. Donc plus ou moins bon pari là-dessus. Et voilà. Donc, Excellent. on t'a invité aujourd'hui aussi parce que tu as créé une solution d'analytics qui s'appelle Ouais, chiffre.io, c'est ça? c'est ça. Et donc, on en parlera un petit peu plus tard dans l'épisode, mais Tout à justement, fait. aujourd'hui, c'est un épisode spécial Analytics, en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de l'Union européenne pour Google Analytics, GTAG, tout ça, enfin, tous ces trucs fournis par notre ami Google. Et voilà, ça soulève pas mal de questions de souveraineté numérique, tout ça, de dépendance aux États-Unis, tout ça. Donc, on va commencer par faire un petit historique en fait de ce qui s'est passé, puisqu'en fait, dernièrement, on a entendu des gens paniquer ah, Google Analytics est interdit en Europe, etc. Donc, je vais faire un petit résumé rapide de pourquoi aujourd'hui Google Analytics, entre autres, parce qu'il y a d'autres services qui posent problème, pourquoi c'est difficile, on peut plus normalement l'utiliser en Europe. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 16 juillet 2020, l'Union européenne a invalidé le régime des transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis, qui s'appelait le Privacy Shield. En fait, ils avaient un accord qui permettait, voilà, les entreprises américaines de rapatrier les infos sur les serveurs américains, etc., de transiter comme ça. Donc, c'était un mécanisme qui était très utilisé. Et donc, cet accord a été annulé. Donc, il y avait, les entreprises américaines n'étaient plus vraiment dans la légalité avec ce transfert des datas. Et donc, ce qui s'est passé, 2 ans après, le 10 février 2022, la CNIL, en fait, au lieu d'attaquer Google directement, en fait, ils ont mis en demeure un site internet qui s'appelle c'est le site Auchan, le site e-commerce, par rapport à cette non-conformité par rapport au transfert des données aux États-Unis et l'utilisation de Google Analytics. Donc voilà, et là, Ok, à partir de attends, là, attends, juste une question, ouais, Patrick. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que la CNIL n'a pas attaqué la cause du problème, qui est non, Google, elle a attaqué l'utilisateur de la solution, et c'est non ça. pas la Ils ont solution. essayé. Ils ont essayé. Ça Ouais. s'est mal passé. Ok, ok. Voilà. Ouais, si tu veux, Google, c'est un petit peu gros, alors. Si tu veux la CNIL. Non, Bon, sans voilà. blague. Donc voilà, Ok. et à partir de là, en fait, c'est panique à bord, en fait. En gros, Google Analytics n'était plus vraiment autorisé en Europe par rapport à ce Privacy Shield qui était tombé. Et donc, panique complète dans tous les utilisateurs. Il faut quand même savoir, je crois qu'en France, c'est peut-être 90% des sites. Enfin, je sais pas si tu peux, François, si tu peux me corriger. Ouais, 85-90%, quelque chose Voilà, comme des ça. sites qui utilisent Google Analytics, donc c'est quand même assez énorme, dont beaucoup de grosses sociétés. Et là, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on arrête Google Analytics? Est-ce qu'on passe sur d'autres solutions? Et là, on a pu se rendre compte quand même que c'était assez compliqué. Alors, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que l'Europe a trouvé un accord de principe avec les États-Unis pour remplacer le Privacy Shield, mais c'est pas encore totalement signé, et ça, totalement conforme, et tout n'est pas écrit. Donc aujourd'hui, on voit que on a une dépendance par rapport à ces services américains. Là, on parle de Google Analytics, mais on peut parler d'autres services, hein, comme les hébergements, etc., Amazon, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui vient des États-Unis, puisque quand même le web est majoritairement américain au niveau des grosses sociétés. Et puis on voit aussi
comment les sociétés ont du mal à quitter les services Google pour aller sur d'autres services. Et enfin, moi, j'ai pu observer à travers mes clients et d'autres personnes, il y en a qui n'ont pris aucune décision, donc ils attendent, ils se disent c'est bon, ça va se régler au niveau de l'Europe. D'autres qui, en panique, cherchaient d'autres services, donc Mamoto, je crois, c'est Matomo, je ne sais plus comment on le prononce. Enfin, tous ces systèmes-là qui sont équivalents à Google Analytics, mais on voit que c'est quand même compliqué. Donc justement, épisode spécial là-dessus, parce qu'on a quand même une sacrée dépendance aux États-Unis. Et François, je vais te laisser réagir et corriger éventuellement si j'ai des bêtises. On a effectivement une sacrée dépendance à beaucoup de services internationaux, pas que États-Unis, mais principalement, comme tu dis, des États-Unis. J'aimerais revenir sur les points légaux que tu as soulevés. Ouais. Moi, il y en a un surtout qui m'intéresse, c'est le ruling de Schrems 2. C'est une décision de justice qui disait que, globalement, pour simplifier les choses, si tu peux trouver un service, si tu donnes un service à des utilisateurs européens, et que tu peux trouver un service qui existe en Europe, tu dois le privilégier par rapport à un service qui se trouve à l'extérieur de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment pas que Google, c'est vraiment pas que les États-Unis, c'est vraiment l'Union européenne qui essaie de retrouver un petit peu de souveraineté sur les services qu'elle propose pour ses citoyens. Ouais. Donc ça marche principalement pour les entreprises qui sont hostées dans l'Union européenne, donc dans les États membres. Pour les entreprises américaines ou autres qui ont des clients chez les Unions européennes, eux, ça leur pose d'autres problèmes, puisque du coup, est-ce qu'ils peuvent utiliser leurs propres services? On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. On va se concentrer principalement sur les Européens pour les Européens par les Européens, parce qu'on est français et voilà. Et donc discuter un peu de cette histoire de souveraineté numérique. Et donc Schrems, les problèmes que ça pose, typiquement, c'est pas que pour Google, c'est vraiment pour tous les niveaux de la stack. Quand on développe des applis, on est censé privilégier des services européens si on en trouve. Alors, si on en trouve, c'est là qu'il est intéressant, puisque pour plein de choses, il n'y a pas forcément de services équivalents ou de qualité équivalente qui existe actuellement à l'Union européenne. Ce qui fait que cette décision de justice, ça crée une opportunité incroyable pour pas mal d'entreprises dans l'Union européenne de développer des alternatives aux solutions qui existent actuellement, principalement américaines. Et ça leur donne un cadre légal sur lequel les clients pourront s'appuyer pour choisir finalement ces alternatives locales. Quoi. Parce que Schrems, là, ce que tu dis, en fait, c'est quoi? C'est une loi qui a été... un texte Schrems, de loi Max Schrems, c'est un gars qui est à l'Union européenne, je crois, qui a attaqué typiquement Google en justice et qui a gagné sur un point de données qui a donné lieu à ce que la CNIL ensuite vienne faire ses mises en demeure. Tout en fait, c'est cascadé à partir de Schrems, là, de la décision de justice de Schrems. C'est le RGPD plus, en gros. Quoi. C'est l'évolution future du RGPD qui essaie de prendre des dents, en gros, quoi, pour essayer d'attaquer un peu les géants du web américain. Mais donc, c'est une bonne chose pour... Juste pour revenir sur... parce que là, tu parles de RGPD, donc c'est là vraiment les data privacy, c'est vraiment les données propres à la personne. Sauf que là, le Schrems, là, la décision de loi, c'est utilisation d'un service. Donc, c'est deux choses différentes quand même. On est bien d'accord. C'est deux choses différentes, mais dans un sens où quand tu utilises un service, généralement, tu leur envoies des données. Oui. Ça revient à savoir à qui tu envoies tes données. Il y a deux choses différentes, en fait. C'est où est-ce que tu stockes physiquement tes données, dans quel data center, donc, tout ça, et quelle est l'entité à qui tu envoies tes données, ou quelle est la juridiction de l'entité à qui tu envoies tes données. Donc, typiquement, tu peux avoir des entreprises américaines qui ont des données hostées en Europe, pour être conformes au RGPD, etc., mais qui sont quand même soumises à la juridiction américaine s'ils font un subpoena ou s'ils essaient de récupérer des données pour une raison ou pour une autre. Ils sont dépendants de la loi américaine, on va dire. Donc, il y a toujours une dimension politique, de toute façon, à tout ça caché derrière. Et toute la question de la souveraineté des données, elle revient finalement à ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour que les services européens gardent plus ou moins leurs données en Europe, gérées par des boîtes qui sont basées en Europe. Comme ça, tout le cadre légal est garanti
Ouais. localement, quoi. Ouais, parce que Facebook, Après, on ne dépend pas de loi externe, quoi. Facebook, Amazon, tout ça, ils ont des serveurs en Europe, donc Ils ont des serveurs en Europe, c'est ils ont stocké des en serveurs Europe, mais principalement en Irlande en général. ça transite aux États-Unis à un moment donné, Voilà, quoi, en fait. c'est ça. Mm. Ça peut transiter pour des raisons internes, pour des raisons externes à leur volonté, s'ils ont des requêtes légales qui viennent du gouvernement américain, par exemple. Ça me rappelle souvent typiquement l'entreprise Signal, la messagerie Signal, Mm. qui fait du chiffrement de bout en bout, qui a quasiment rien comme info sur ses clients. Et régulièrement, ils postent sur leur blog, on nous a demandé une info sur telle ou telle personne, d'essayer d'espionner leur conversation. Voici ce qu'on vous a donné, un timestamp de création de compte, un timestamp de dernière connexion. Et c'est tout ce qu'on a. Et ça, typiquement, c'est la bonne démarche à avoir quand tu essaies d'avoir une approche de respect de la vie privée, puisque toi-même, en tant que provider, en tant que fournisseur du service, tu ne peux pas détourner ces données puisque tu ne les as pas. Ouais. Mais ouais, en fait, c'est là toute la subtilité. Et moi, ça m'offusque un peu, en fait, la question qu'on se pose. Je vais me faire l'avocat du diable. En fait, la personne qui me loue un disque dur pour mettre des données dessus, qu'elle soit en Europe ou aux États-Unis, à la limite, moi, je m'en fous un petit peu. C'est pas gênant. Par contre, avec ce type de loi, en fait, on se rend compte que eux, ils ont le droit d'utiliser mes données et de lire les données ou de transférer des données à des personnes. Donc, ça veut dire que ces données, elles ne m'appartiennent plus, en fait. Elles appartiennent à la personne qui les héberge. Parce que s'il a le droit d'en disposer comme il veut et de les donner, de les vendre, de les soumettre au gouvernement ou à une entreprise privée, ça veut dire que je ne possède pas ces données-là. Si c'est le cas, si c'est écrit comme ça techniquement dans le contrat, dans les conditions d'utilisation, c'est un peu ta responsabilité de choisir cette entreprise pour hoster tes données dans un système comme ça. Si clairement tu es sensible à ce genre de choses, tu vois ça marqué dans ton contrat, tu fuis. C'est typiquement le contrat Facebook où tout ce que vous postez, c'est à nous, on le revend à qui on veut. Et le contrat qu'on ne lit jamais, c'est ça? Le contrat qu'on ne lit jamais, exactement, qu'il faut toujours lire, mais qu'on ne lit jamais. On ne lit jamais parce que la plupart du temps, il est écrit dans un langage obscur qui ne fonctionne que pour les avocats. Ouais, nonobstant. Voilà. C'est un truc que nous, on est incapable de lire et de décrypter et surtout ça prend du temps à arriver à comprendre. De comprendre la subtilité et de lire entre les lignes pour justement comprendre quel est l'impact de cette phrase. Non seulement ça, puis surtout, c'est un contrat qui est à un moment donné dans le temps, au moment où tu choisis un service ou un autre. Ce genre de contrat, ils évoluent. C'est ce genre de choses qui changent au fur et à mesure du temps. Par une acquisition d'une entreprise par un milliardaire dont on taira le nom, par exemple, qui fait des voitures et des fusées. Voilà. Typiquement, tout peut changer. Donc, c'est le genre de choses. Le contrat d'utilisation, il est valable au moment où tu choisis de faire confiance à cette entreprise. Mais ce genre de contrat, il évolue, quoi. Donc, et surtout, c'est si tu ne signes pas les nouvelles conditions d'utilisation, tu ne peux plus utiliser le logiciel. Exactement. Tu n'as pas de choix. C'est soit tu sors, soit tu... Voilà, exactement. C'est un couteau sous la gorge, quoi. C'est aussi une des choses que l'Union européenne a essayé de pousser avec les nouveaux accords dont tu parlais, Patrick, avec les États-Unis, qui ne sont pas encore totalement écrits. Hein. Ça a été annoncé en réponse à l'invasion en Ukraine. Et le principe, c'était d'essayer de garantir de l'interopérabilité entre différents systèmes. Alors, c'est le grand rêve de beaucoup de gens d'avoir des systèmes interopérables. Techniquement, ça reste quand même assez compliqué. Ouais, c'était l'idée de pouvoir changer de service facilement avec une sorte de migration automatique. C'est ça. Il y a pas mal de gens qui ont essayé de codifier ça en termes de standards. Il y a Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, qui a essayé de développer Solid dans un concept où l'utilisateur possède ses données et délègue ces données à différents services qui ensuite vont appliquer leurs algorithmes et donner de la valeur finalement à ces données-là. Sur le papier, c'est bien.
Il y a beaucoup de choses à faire bouger pour que ça aille quelque part, ce genre de choses. Ouais, c'est compliqué. Quand tu vois que déjà, ils n'arrivent pas à s'entendre sur un chargeur de téléphone, donc si tu veux, t'imagines que là, c'est compliqué. Il faudrait mettre en place l'équipe qui a réussi à standardiser les allumes-cigares dans les voitures, parce que c'est le seul standard international que tu trouves partout et qui est exactement le même. Ouais. Mais je suppose que c'est l'industrie du tabac qui s'est coordonnée pour... L'industrie du tabac et l'industrie automobile qui se sont mis d'accord sur des trucs, ouais, c'est possible. Donc du coup, ils avaient un intérêt indirect, direct même sur l'utilisation d'un standard commun, c'est que tout le monde allait fumer dans les voitures. Optimé. Ok. Et après, une fois de plus, je vais me faire l'avocat du diable. J'aime bien. Ok, moi, j'utilise Google Analytics. J'ai un pauvre site où il y a très peu de trafic dessus. Pour l'instant, c'est pas très clair. Il y a un espèce de flou un petit peu. Est-ce que je risque vraiment beaucoup parce que je suis tout petit ou justement il y a un risque réel? C'est quoi? C'est une amende? C'est une requalification? Une fermeture de mes serveurs? Je sais pas. En fait, quel est le risque potentiel pour les personnes comme qui utilisent encore une solution de type Google Analytics au point de vue légal et après au point de vue éthique, quel est l'impact? Mais déjà au point de vue légal, qu'est-ce que je risque? Ouais. Au niveau légal, il faut voir une chose, c'est que ça reste quand même des humains qui font tourner la machine légale derrière. Et vu la quantité de gens qui utilisent Google Analytics, forcément la CNIL va commencer par mettre les amendes sur les gros en premier. Tous les gens qui font leur blog et des trucs comme ça, je pense que la CNIL, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Ils viendront, il n'y a aucune chance qu'ils viendront t'attaquer là-dessus. Alors je dis pas que tu peux t'en sortir comme ça, hein, bien sûr. Un des problèmes que je vois avec Google Analytics, et qui est inhérent à Google, pas tant sur l'historique de Google en tant que vie privée, tout ça, c'est que Google a tendance à tuer ses produits. Et ils nous ont fait exactement ce coup-là sur Google Analytics, c'est-à-dire qu'ils sont en train de désactiver leur Universal Analytics, c'était l'ancienne version de Google Analytics, pour passer tout le monde sur Google Analytics 4. Alors, pour avoir pas vraiment utilisé ni l'un ni l'autre, j'ai pas exactement les détails des différences. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'était dans leurs informations de migration, quand ils te disaient, c'est que tu peux pas transférer tout ton historique d'analytics de l'un vers l'autre, et donc du coup, tu vas perdre des données. Ce qui est super pour les gens qui essaient de faire du marketing sur plusieurs années, parce que du coup, ils vont se retrouver avec juste la dernière année de données, et ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, Google étant Google et tuant ses produits au bout de 3 ans dès qu'ils sont sortis, il va se passer la même chose avec Google Analytics 4, s'ils vont passer à Google Analytics 5 ou un autre nom qu'ils vont leur donner. Et tu vas toujours te retrouver avec un service que tu ne peux pas backporter, que tu ne peux pas extraire vers autre chose, et tu es coincé avec Google. Ouais, de toute façon, c'est tout leur intérêt de te bloquer. La principale raison de Google Analytics, pour laquelle les gens utilisent Google Analytics, c'est parce que c'est gratuit, tout simplement. Et que c'est simple à mettre en place. C'est très facile à intégrer dans plein de systèmes, du fait de la popularité et du fait de la gratuité. Tout vient du fait de la gratuité, en fait. Et si on se base sur la gratuité, pourquoi est-ce que Google fait ce genre d'opération? C'est pas de leur bonne volonté ou de leur bon cœur. Hein. Ils le disent pas, c'est pas ouvert dans leur truc, mais le fait que la plupart des visiteurs, des gens, des sites qui utilisent Analytics passent d'un site à un autre, ça peut créer du cross-tracking. Alors, ils essaient de faire tout ce qu'ils font légalement pour dire que c'est pas possible, mais au final, ça arrive quand même sur leur serveur. Et sur leur serveur, tout est fermé et on peut pas voir ce qui se passe. Donc, vu que c'est possible et qu'il y a un intérêt financier derrière, à mon avis, il y a quand même quelque chose qui peut se passer. Donc, ce genre de choses, c'est la raison pour laquelle les petites boîtes qui font des services d'analytics tierce party, on va appeler ça comme ça, qui soient privacy friendly ou pas, le plus il y en a, le mieux c'est. Puisque ça fragmente finalement
Ça disloque en fait le monopole. Ça disloque le tracking entre les différents endroits. Ouais. De toute façon, c'est ce que fait, c'est ce que fait le bouton Facebook que tu peux mettre sur un site. Enfin, je sais pas si ça existe encore, mais le like, tout ça. Et ça permettait à Facebook de suivre, de traquer des gens. Et c'est-à-dire que même si tu n'as pas de compte Facebook, en fait, ils avaient déjà beaucoup d'infos sur toi, en fait. Ça crée déjà un profil sur toi. Ça crée des shadow profiles jusqu'à ce que tu décides de t'inscrire et de Et là, ils ont déjà tout sur toi. Et là, ils ont déjà beaucoup d'infos sur toi pour proposer une expérience utilisateur optimale. Voilà. Au niveau de la publicité. Au niveau de la publicité, exactement. Non, il y a aussi, vite fait, je reviens sur Analytics, mais il y a aussi le fait, déjà c'est gratuit tout ça, et il y a beaucoup qui utilisent aussi tout l'écosystème en fait pour Google Ads, Google Shopping, tous ces trucs qui sont connectés. Et c'est aussi cette difficulté qui fait qu'ils ont du mal à en sortir, parce qu'ils ont déjà tout paramétré entre les différents services Google. Et là, ils sont bloqués, quoi. Ils sont coincés, ils ont du mal à en sortir. Et ils ne prennent pas de décision, en fait. Mais c'est un vrai frein aussi. Enfin, imagine le marketeur qui a passé son habilitation Google, sa formation, sa certification. Il a investi du temps, il a mis en place des funnels et tout ça. Et demain, on lui dit ton tools, tu le dégages et tu sors. Waouh, ou des gros sites de e-commerce qui ont basé toutes. Sans analytics, mais ils ont tout basé dessus. Un site de e-commerce, il tourne pas. C'est la base du web marketing. Donc, tu peux optimiser ce que tu mesures. Du coup, si tu peux plus mesurer avec la même précision ou avec le même niveau de granularité, tu dois repenser ton boulot, quoi. Et c'est là où ça me paraît un peu utopique de changer. En tout cas, que ce shift se fasse très rapidement, quoi, parce que il va y avoir des gros freins et non pas sur des techs ou des devs qu'on est où on a une dimension éthique et éthique, je vais pas dire éthique, mais on va dire philosophique du tracking. Voilà, beaucoup de nous utilisent Brave ou des choses comme ça qui viennent cutter toutes les analytics par défaut. C'est la hantise des marketeurs, mais la majorité des personnes cliquent oui sur le cookie des analytics parce qu'ils veulent aller vite sur le site. Et donc, les clients sont un petit peu aussi coupables de ça. Et deux, les web marketeurs, comment ils vont faire maintenant les clients ne sont pas coupables de ça dans le sens où ça reste quand même une décision de l'entreprise qui met en place la bannière de tracking de faire que le bouton oui soit plus proéminent que le bouton et puis il déplace en plus. Techniquement, selon le RGPD, les deux doivent être identiques. Le oui, j'accepte tout et non, je refuse tout. C'est hyper vicieux. C'est bien quand ça l'est. Mais sur la taille, je suis d'accord. Mais par contre, tu vas jouer avec les couleurs. Non, le RGPD dit clairement ils sont hors la loi la plupart. Ils sont la plupart hors la loi. Je refuse tout doivent être identiques. Et puis, sans parler des paywalls où si tu n'acceptes pas, ils te disent de payer 2 € par mois ou je sais pas quoi. Ça devient un truc de fou. Et après, je ne vais pas balancer pour les web marketeurs, comme tu dis, mais la plupart utilisent Google Analytics et utilisent vraiment une infime partie de ce qu'il est capable de faire. Mais bon. Oui, mais c'est là où ils sont très très forts où ils sont en hégémonie. C'est qu'aujourd'hui, même un petit client que moi j'ai, il dit moi je veux un système analytics, Google Analytics, quoi. Et là tu lui dis bah ouais, mais en fait non, tu vas utiliser déjà c'est une usine à gaz. Donc pour quelqu'un qui est pas très très advanced, clairement c'est super difficile. Et donc, et là, tu lui dis, bah, en fait, il va falloir payer un service ou mettre en place un serveur ou quelque chose, tout. Et là, il fait, bah non, c'est gratuit. Ouais, mais est-ce que tu es prêt à tout donner à Google? Ça va dépendre, en fait, de ton client, quoi. Mais la plupart des clients, ils sont totalement d'accord avec ça. Moi, c'est la raison principale, en fait, pour laquelle j'ai lancé Chiffre. C'est que je travaillais avec un client qui balançait absolument toutes ses données business, donc tous les événements qui se passaient sur leur appli, à Google Analytics dans des custom events, y compris les données personnelles des clients pour que la personne puisse les rappeler derrière s'ils n'avaient pas fini leur funnel ou quoi que ce soit. J'ai vu ça, j'ai halluciné. J'ai fait non. J'ai fait non. Et donc,
S'ensuit de trouver des alternatives. On trouve tous les alternatives dont on va discuter plus tard. Le problème, c'est que toutes ces alternatives, bah, tu leur files quand même des données, tu vois. Tu leur files toutes les données business telles quelles. Ils sont pas Google, c'est sûr, mais Google a aussi commencé tout petit. Et toute entreprise peut se faire racheter. Donc au final, avoir la donnée chez quelqu'un, c'est toujours plus ou moins un risque, dans le sens où la donnée, ça se diffuse, si c'est laissé en clair. Et donc c'était une des solutions sur lesquelles j'avais eu l'idée d'appliquer du chiffrement de bout en bout. Comme ça, tu m'envoies ta donnée, mais elle est chiffrée, moi je peux rien en faire. Je peux juste la rediffuser pour que toi tu puisses la voir et en faire ce que tu veux. Une fois qu'elle est chez toi, chez ton client, c'est toi qui la possèdes, c'est pas moi qui la. Moi je fais juste que de la transférer. Et, et au final, c'est toi qui en fais ce que tu veux. Mais du coup, c'est quelque chose qui. Enfin, il y a quasiment personne qui pense comme ça. C'est-à-dire, la donnée, c'est de l'or. Ils pensent que c'est de l'or, puisque tu peux lui donner de la valeur en la combinant avec d'autres données, en la envoyant à quelqu'un qui peut en faire autre chose, etc. Pour les webmarketeurs qui, eux, cherchent à générer de la valeur sur les choses qu'ils mesurent, c'est super. Ils sont super contents quand ils peuvent connecter leur compte Google Analytics à un add-on third party qui va leur analyser, je sais pas, une partie de leur truc, les heatmaps ou des trucs comme ça. Ils sont super contents quand tu leur montres ce genre de choses. Sauf que bah, ils n'ont pas le côté éthique derrière de ouais, mais ça envoie toutes les données des clients à un tierce party, quoi. Qui, lui, ensuite, peuvent agréger, faire du machine learning, régénérer de la valeur que tu n'as pas forcément autorisé, etc. Donc, la data, c'est pas de l'or. La data, c'est de l'uranium. Il faut faire très attention avec. Ça a un énorme pouvoir, mais si tu l'utilises mal, ça te pète à la gueule. C'est la kryptonite. C'est de la kryptonite, oui. C'est pas mal, la kryptonite. Parce que l'uranium, ça peut être utilisé pour de bonnes choses aussi. Ok, donc, bah écoute, on va partir de l'épisode et on va commencer des solutions alternatives à Google Analytics, dont ta solution que tu proposes. Alex, je te laisse. Tu les connais mieux que moi, donc je te laisse. Ouais. Après, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a plein de solutions qui ont émergé. Elles sont toutes sorties un peu en même temps, avec une vision, pour la plupart, où elles sont tous vraiment privacy, quoi. Donc, est-ce qu'il y a une tendance de fond qui se met en place sur la privacy? Je pense que oui. Quand on voit Google, je ne sais plus sur quel Google I.O., là, tu sais, la grande conférence Google, là, où je ne sais plus si c'était Apple ou Google, mais en fait, les deux étaient vraiment en mode le thème principal, c'est privacy. Et là, en fait, tu te dis, ah ouais, mais en fait, avant, c'était pas privacy. et donc, du coup, si maintenant ils disent on va appliquer un truc où on va faire attention aux données et tout, ça veut dire qu'avant, c'était vraiment open bar. Du coup, il y a plein de solutions qui sont sorties, qui commencent un peu à fleurir et qui ont une vision hyper minimaliste et en fait où on se concentre uniquement sur les données importantes. Je pense à Aki. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais je pense que oui. Pour le coup, c'est pour beaucoup, en fait, sont self-hosted. Et donc là, pour le coup, bah, c'est nous qui contrôlons vraiment tout de bout en bout. Par contre, attention, si on héberge la solution aux États-Unis, on revient dans le problème, dans le problème initial. Mais en fait, on vient quand même. Alors, je parle sous couvert de François, si je dis une grosse connerie, mais on reste quand même dans un niveau d'abstraction qui est un petit peu plus loin, dans la mesure où c'est ma solution. Après, c'est l'hébergeur. Et si j'utilise une base de données, c'est l'hébergeur de la base de données, mais c'est de la donnée brute. Et donc, du coup, il va moins pouvoir l'utiliser. Oui, voilà. Donc, en fait, la plateforme chez qui tu héberges, globalement, ils vont pas s'amuser à regarder ce que tu as dans tes données, à moins que tu aies des contenus illégaux, quoi. Globalement, si tu hostes ton blog, ton blog de cuisine, par exemple, et que tu mets toutes tes recettes dans une base de données aux États-Unis, je
pense que la NSA, ils n'en ont pas grand-chose à faire de ce genre de choses. Et c'est pas le genre de choses sur lequel tu crains quoi que ce soit. Ok. Mais donc, C'est du pas dans coup, l'intérêt, disons, de la plateforme de faire des conneries avec tes données, puisque ça reste quand même toi qui les payes. Et donc, s'ils perdent un client, c'est pas bon. ouais. C'est dans leur intérêt de donner un service et Ouais. de garantir que ce service reste. Ouais, il risque de venir dans ton serveur si jamais tu vends de la drogue Oui, ou puis de des toute armes, façon, des trucs ils comme font ça. tourner ton code aussi. Donc, globalement, Ouais. ça, tu Ouais, leur ils fais sont pas confiance. sur Tu le leur même fais deal confiance. en fait. Ils sont pas Ouais. du tout sur le même deal d'exploitation de données et de revente de données. Eux, ils vendent du temps machine, quoi, Voilà, ou c'est des ça. espaces C'est ça. Et donc, Hmm. ils sont pas sur le même business. Du coup, Et bon, surtout, ça. ils font très attention au niveau de la sécurité des données, de qui peut accéder à leur truc. Enfin, la sécurité, ça reste leur boulot aussi. Donc, c'est là où tu peux faire confiance à des gens, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, Après, encore une fois, c'est une question de la localisation des données physiques. C'est encore une question qui va dépendre des lois européennes qui sont votées. Et je pense notamment à essayer de resouverainiser le cloud européen pour essayer de limiter la dépendance à des solutions telles qu'AWS ou les géants du cloud, donc Hmm. les trois grands qui sont AWS, Azure et Google Cloud Platform, Hmm. pour essayer de retrouver une sorte de cloud européen avec des alternatives, disons, européennes. Ouais. Je après, pense est-ce notamment que. à Clever Cloud en France, à Hetzner en Allemagne. Hmm. Fly, je ne sais pas exactement où ils sont. Je crois qu'ils sont basés aux États-Unis, mais ils ont des serveurs partout. Et après, est-ce que il y a aussi Scaleway, je pense. Ouais, voilà, Scaleway aussi en France. Après, est-ce que ils ont l'infrastructure et une fois de plus, je vais être encore méchant et je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'ils ont l'infrastructure suffisante pour pouvoir être totalement autonome et supporter les charges que les gros ont? Et surtout, est-ce qu'ils ont des expériences utilisateurs proches de ce qu'on peut voir? Moi, je fais pas mal de front. Un service type Vercel ou Netlify, enfin, c'est hyper rapide et c'est Ouais. hyper facile à mettre en place. Et donc, du coup, est-ce qu'on a des acteurs français qui vont permettre ce type d'expérience développeur? On est très attaché sur Double Slash sur l'expérience de développeur parce que ça vient nous faciliter la vie, c'est hyper simple. Ouais. Est-ce qu'on a des solutions alternatives à ça? Donc en fait, c'est une question de capacité à faire, mais aussi de qualité de service, non pas sur l'aspect technique, mais sur l'aspect design, sur l'aspect expérience utilisateur pour le Ouais. développeur. Alors, je peux parler uniquement pour Clever Cloud, qui est le platform as a service que j'utilise pour développer mes applis, qui est Hmm. basé en France. Ils sont basés à Nantes, mais ils ont leur serveur à Paris. Qui est globalement un Heroku. C'est ce que Heroku était à l'époque, où tu peux Ok, donc développer c'est du des PaaS, serveurs. du C'est du platform as a PaaS, c'est du service. PaaS, exactement, c'est du PaaS. Tu développes tes serveurs, tu développes tes databases, tu développes des services tierce parties qui viennent se connecter. Tu connectes tout ça ensemble et tu ships, tu scales ça de manière déclarative Hmm. Et automatique, tu et dois peut-être automatique. cocher un truc en mode scale up, scale down, Voilà, c'est ça, activé, exactement, quoi. exactement. Ouais. Tu peux dire si tu as trop de trafic, tu montes jusqu'à 6 instances de telle taille ou plus ou moins. Tu peux configurer ça et ça se scale tout seul. Ouais, franchement, c'est top comme service. C'est assez différent d'un Vercel ou d'un truc comme ça, dans le sens où Vercel, ils ont vraiment fait le choix du serverless pur et tu peux rien faire d'autre. Et du coup, tu es coincé dans ce paradigme-là. Hmm. Là où Clever, c'est toi qui gères ton code. Tu gères ton type de serveur, tu gères ce genre de choses. Ils vont proposer du serverless bientôt. Ils sont en train de bosser dessus. Mais typiquement, là, comme tu l'as sur l'écran, tu peux lancer une image Docker. Donc, du coup, tu peux mettre absolument tout ce que tu veux dedans. Hmm. C'est assez souple. Et l'expérience utilisateur, enfin développeur plutôt, et elle est franchement top. Hein. Tu développes ça bien.
Et ça, c'est full hosté France, Ouais, full hosté RGPD France. compliant, Exactement. avec plein de mots anglais que j'utilise parce qu'on fait tout en France. Et c'est Ok. full hosté France, c'est ça. Ouais. C'est entièrement Ok. hébergé en France, voilà. Et moi, je peux parler de Squalingo, moi, que j'utilise actuellement. Et Ok. pareil, serveur à Paris. Tout est en France. Le service, enfin, tous les gars sont en France. Ils te répondent direct. Enfin, c'est un service plutôt. Un pass aussi, pareil. Ok. Très intéressant. Ok. Cool. Parfait. Et donc, du coup, on va pouvoir utiliser tous ces services français pour aller. On repart sur, on va dire, sur l'applicatif pur de toutes ces solutions d'analytics. Et on arrive sur des visions assez basiques, assez claires. Et en fait, on se rend compte vraiment minimaliste, mais essentiel. C'est-à-dire, on va juste à l'essentiel, on voit le nombre de pages, leur provenance, leur navigateur, leur système d'opération, si ils ont coché ce niveau de détail et on a des custom events qu'on peut personnaliser. À la limite, est-ce que tu peux nous montrer, François, ta solution Ouais, que tu as bien sûr. sur chiffres? Tu vas voir, c'est très semblable à ce qu'on a sur Umami. Ah, c'est pas mal. J'ai testé là, avec les comptes que tu nous as Ouais, ouverts. Là. C'est pas mal du tout. Hein. Alors, ouais, je trouve que l'interface est vraiment pas mal. T'as bien bossé. Quoi. c'est très simple. Hein. Ouais. Comme tu disais, tu as vraiment les infos de base, combien de visites tu as eu. Donc là, je suis sur le mois d'avril. Combien de visites tu as eu, de nombre de page views. Euh, avec comme info, donc quelles pages ont été visitées, d'où les gens venaient, navigateur et système euh, système d'exploitation. Système d'exploitation. Voilà. Les tailles d'écran, des trucs comme ça, dont tu as Ah oui, besoin c'est pour faire du responsif. bien détaillé. La langue, ouais, j'ai rajouté ça parce que ça peut être utile de savoir quelle langue les gens parlent si tu veux localiser ton contenu. Et Par le pays. contre, sur la langue, c'est quoi? C'est la langue du navigateur C'est ou la langue pas? du navigateur, ouais, c'est ça. Ok. Ouais. J'utilise uniquement des données que je récupère dans Documents, Navigator, Ouais. trucs comme ça. Les données disponibles en JS. Il n'y a aucun appel API externe qui est fait pour récupérer quoi que ce soit. La seule donnée que j'ai en clair dans ce système-là, c'est le pays que je récupère par Cloudflare. Cloudflare me fait comment ça s'appelle Avec le le, Edge, là. la La géolocalisation, géoloc sur la l'API, géoloc, ouais, voilà, sur l'API, sur l'IP, quoi. sur l'IP, voilà, ils utilisent l'IP Ouais. pour géoloc. Et, Ok. euh, et moi, je récupère ça en clair parce que je peux pas vraiment faire un appel de géoloc chez le client pour qu'il le chiffre et qu'il me l'envoie. Ce serait assez lourd. Et surtout, ça fuiterait l'appel d'API en question fuiterait la localisation du client à l'API Ah en ouais. question. Donc, du coup, j'ai fait le choix de passer par ce système-là. Mhm. Et je descends pas plus bas que le pays. Ça sert à rien de descendre dans La le village au ville, fin fond de la Creuse dans le lequel tu habites. On s'en quartier. fout. On s'en fout. On n'a pas besoin de savoir ça. C'est juste histoire de savoir dans quel pays tu viens à peu près pour avoir une idée de la segmentation de tes visiteurs. Quoi. Ouais. Mais voilà, c'est à Ok. peu près tout. Puis après, tu vas voir pour un jour donné Et ce qui se passe. est-ce que tu as ce qu'on appelle des custom events sur les autres Alors, sur les j'en autres ai. opérateurs? Ils utilisent un système d'événements. Ouais. Par exemple, je veux avoir un sign-up. Voilà, je veux notifier un sign-up. Je veux faire quelque chose. J'ai un système qui est en place, qui n'est pas encore documenté ni vraiment développé. Sur cette version de chiffres là que j'ai déployée récemment, la visualisation des custom events n'est plus en place. Mais typiquement, sur le chiffre lui-même, je stocke des événements de sign-up, de choix de plan, de pricing. Ok. Et donc j'ai une sorte de mini funnel en fait qui est mis en place avec ces custom events. Et c'est quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement. Ouais. Il faut juste que Parce j'arrive à que trouver la bonne façon de présenter ça Ouais. de manière visuelle sur le dashboard. Quoi. et après, est-ce qu'il y a pas aussi un enjeu marketing pour toi? Parce que les équipes marketing, en fait, sont assez friands de ce type Bien sûr, d'utilisateurs, tout à fait. d'utilisation, et après aussi
peut-être de repousser cet événement à d'autres systèmes, soit un dashboard interne, si les mecs ils sont full, ils sont fin énervés, ou peut-être les pousser sur des webhooks classiques qu'on pourrait après utiliser 20 000 autres systèmes, mais la donnée, elle est captée par toi dans le respect on va dire, des règles que tu as signées. Après, libre à lui de l'utiliser là où il veut, quoi. Tout à Et fait. comme Tout à il veut, fait. quoi. Sachant qu'il faut savoir une chose sur chiffres, vu qu'il y a un système de chiffrement de bout en bout, la donnée que tu vois là, elle existe uniquement dans mon navigateur. Elle n'existe pas, cette donnée de savoir typiquement que ça vient de google.com. Ça, moi, je ne l'ai pas dans mon serveur, cette info-là. Elle est chiffrée. Elle est chiffrée. Elle est chiffrée. Donc, si tu veux retransférer, par exemple, soit une version digérée de ces données-là à un système third party ou quoi que ce soit, ça va être ton client qui va pouvoir faire l'appel d'API vers le tierce party. Et donc, c'est littéralement toi qui es aux manettes du système. C'est pas tu me donnes la possibilité à moi de faire l'appel pour toi. C'est littéralement le client qui va choisir de faire ce genre de choses. Donc, Ah oui, mais ce qui veut dire que tu te fermes la possibilité d'avoir du push API, une API qui repousse tout les à fait. données parce Tout à qu'elles fait. sont chiffrées. Tout à Donc, fait. donc pour le coup, c'est un paradigme qui est assez fort parce que si moi, ou en tout cas si mon équipe marketing veut automatiser le truc, ça va être un petit peu plus compliqué, quoi. Ouais, bien sûr. Chiffre, je pense pas que ce soit fait pour du web marketing, clairement pas. Ok. Pour l'instant, ça utilise, comme je disais, une couche applicative basée sur des web analytics parce que c'était facile à mettre en place et d'avoir quelque chose de visuel. Mais je pense pas que la force du produit soit vraiment basée sur, sur le web marketing, basé sur les web analytics. Parce Ouais, que ok. ça demande des flux de données assez importants pour avoir des infos cohérentes. Et des flux de données importants, quand tout est chiffré, bah, c'est pas donné. Quand la donnée est en clair, c'est facile de faire des algorithmes de digestion de données sur un serveur et de donner l'info condensée dans ton dashboard. Là, tout est téléchargé en brut, tel que ça a été envoyé, donc chiffré, déchiffré localement, et l'analytics tourne sur ton browser. Il n'y a rien qui tourne sur mon serveur. Mon serveur, c'est une message queue, globalement. Ok. Je récupère des données chiffrées, j'attends que tu me les demandes, je te les file, et ensuite, localement, ton browser fait tout le taf. Ok. Donc, littéralement, c'est toi qui possèdes tes données dans ton IndexDB, dans ton browser. Ok. C'est vraiment Et retrouver la qualité de je possède mes données. Là c'est clairement le cas. Par contre, oui. alors, excuse-moi Patrick, mais Mm. c'est dans un IndexDB, mais toi, tu les stockes bien chez toi, parce que moi, si je ferme ma session, si je ferme mon navigateur, elles sont stockées chez toi, mais chiffrées, donc inexploitables. Non, alors, les données sont stockées chez moi pour que je puisse te les redonner quand tu te Au moment connectes avec un voulu. nouveau client ou au moment où tu te connectes, récupérer les données depuis le dernier instant que tu avais jusqu'à Ouais. maintenant. Une fois qu'elles sont récupérées, déchiffrées, stockées dans ton IndexDB, tu fermes ton browser, elles sont toujours stockées sur ton disque dur, sur ta machine. Tu rouvres ton Ok. browser, elles sont disponibles. Tu n'as pas de connexion Internet, elles sont toujours disponibles. Les données sont littéralement sur ta machine. Ok. Donc, tu as Ok. vraiment tout en local. Par contre, si j'ouvre, si je donne accès, alors je ne sais pas si c'est une fonctionnalité qui est sur chiffre, mais si je veux donner accès à mon client pour qu'il puisse regarder ses analytics, lui, il va retélécharger ces Voilà, données-là. vous aurez deux copies des données, effectivement, chacun chez Ok. soi. Il y a un système de partage de comptes qui n'est pas encore tout à fait mis en place, parce que forcément, ça demande des questions de chiffrement un peu plus compliquées que juste dire telle personne a accès à tel projet. Ça Bien demande sûr. des partages de clés, des trucs comme ça. Mais c'est quelque chose qui est pensé pour, en tout cas. Ok. Pour que tu puisses effectivement créer un projet, le partager avec un collègue ou quoi que ce soit. Ok. Et du coup, Et effectivement, dans ce genre de cas, la donnée est dupliquée. La donnée en clair, en tout cas, est dupliquée chez les différents clients qui la visualisent. très clair. Ok. Parfait.
Ouais, parce que quand je me souviens, là, quand j'ai fait mon compte, il y avait une clé, il y a une clé qui est donnée avec le compte qu'on doit mettre de côté, je sais plus. Ouais, quand tu crées ton compte, c'est un système que j'ai mis en place récemment, Hmm. ça. C'est au cas où tu perds ton mot de passe principal. Donc, Ouais. alors, pour info, dans Chiffre, tout est basé sur ton mot de passe principal. Ça dérive une clé de ton Hmm. mot de passe qui sert à chiffrer une clé, qui chiffre une clé, etc. C'est une espèce de Wow. graphe récursif qui finit par chiffrer la clé privée associée à ton projet. Ton Ok. projet, ça utilise la public key cryptographie, je ne sais plus comment on dit ça en français, du chiffrement asymétrique. Ouais, c'est ça, asymétrique. Tu as une clé publique, une clé privée. Ok. La clé publique sert à chiffrer les événements, c'est elle qui est shippée avec ton tracker script pour lui dire chiffre tous les événements avec ça. Et la clé secrète, elle est dans ton compte, chiffrée par une cascade qui finit par ton mot de passe principal. Si tu D'accord. perds ton mot de passe principal, non seulement tu ne peux pas te loguer et avoir accès à ton cookie et faire des appels API, mais tu ne peux pas non plus déchiffrer les différents événements, enfin les différentes clés qui permettront d'accéder à tes données. Donc c'est un peu ennuyeux, sachant que les gens oublient leur mot de passe. Ouais. Du coup, j'essaie de mettre en place un système où tu peux faire du recovery de mots de passe par ce qu'on appelle du split de secrets. Ok. Moi, j'avais deux questions. Avant de faire chiffre.io, est-ce que Ouais, tu maîtrisais le chiffrement comme ça, ou tu as appris en faisant ça et j'ai puis moitié-moitié. J'avais commencé déjà à faire des trucs, mais j'ai vraiment mis ça en prod avec chiffre. Ouais. ok. Donc ça demande à apprendre pas mal de choses pour faire ça de manière sécurisée, quoi. Et c'est complexe? Et c'est pas simple. Disons que c'est pas tant la couche de chiffrement, les algorithmes en tant que tels, eux, ils sont pas tellement compliqués, ça reste des trucs assez standards. Hmm. C'est de l'AES 256 pour le chiffrement symétrique et du NaCl, SALT, je sais plus comment on appelle ça, Box pour l'asymétrique. Donc c'est deux standards assez bien établis qui sont en place. Non, la problématique quand tu commences à faire du chiffrement, c'est que toute l'architecture de ton appli, il faut la penser de manière à ce que tu puisses garantir ce chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire Ouais. que tu n'aies pas une faille à un endroit où le mot de passe il fuite en clair, et du coup, tu pourrais techniquement l'utiliser pour dériver, récupérer les clés, etc. Typiquement, l'authentification. Comment est-ce que tu authentifies ton client avec login mot de passe sans envoyer le mot de passe? Il y a des protocoles qui servent à ça pour faire ce qu'on appelle de l'authentification zero knowledge. C'est-à-dire que tu prouves que tu as accès au mot de passe sans envoyer le mot de passe. C'est comment dire, une sorte d'échange qui se fait en deux temps au moment du sign-up, au moment du login, et qui se base sur des infos qui ont été calculées au moment du sign-up. Ok. Et donc ça permet en fait de prouver que tu connais le mot de passe sans avoir à l'envoyer. Ce qui est bien pratique puisque le mot de passe sert à autre chose que juste Ouais. authentifier. Donc. Ok. Parfait. Donc, voilà. Donc Et après, ça demande à penser le système un peu différemment, quoi. ouais, en fait, c'est ça, c'est plus que la technique, c'est comment structurer le truc, en fait. La technique en elle-même, elle est pas. Enfin, tu as toujours des détails, de toute façon, Hmm. d'implémentation qui vont faire que tu peux te tirer une balle dans le pied. On a vu ça avec Java régulièrement, récemment, qui avait un problème avec un algorithme de signature qui faisait que tu pouvais envoyer une signature qui était nulle, que des zéros, et il te disait OK, ça passe. Parce qu'ils avaient fait une erreur d'implémentation, ils avaient Ouais. oublié de vérifier un détail de crypto quelque part. Et ouais, ce genre de choses, c'est sérieux, quoi. Ok. Donc il y a toujours une question de risque sur ce genre de choses. Généralement, ce genre de choses, tu peux le détecter en utilisant des librairies qui sont bien auditées et qui sont vérifiées par pas mal de gens. Hmm. Ensuite, tu peux faire un audit de ta propre plateforme pour vérifier que toute ta chaîne de crypto elle est solide. C'est quelque chose que je ferai avec Chiffre, je pense, quand ça prend un peu plus d'envergure. Quand tu seras Euh, arrivé à maturité sur le produit, voilà, c'est ça. Quand, quoi. quand la partie Ouais, bien sûr. produit sera plus définie, parce que pour l'instant, comme je disais, c'est basé sur des analytics web, mais je pense qu'il y a mieux à faire que ça. Il reste à définir quel est le mieux à faire. Je suis en discussion avec pas mal de gens pour voir comment faire évoluer tout ça. Hmm. Et voilà. Mais oui, la partie crypto, c'est un des aspects, en tout cas, sur lesquels la technique peut donner
un début de solution à ce concept de souveraineté des données. Ok. Et après, donc là, normalement, tu viens de sortir la V2, c'est ça? C'est ça. Alors, la V1, c'était le MVP, on va dire, qui tournait bon, pour moi et pour quelques potes. Ok. Là, je commence à discuter d'avoir un truc un peu plus sérieux pour l'ouvrir à tout le monde, quoi. Ok, ouais, donc là, ouais, jusqu'à maintenant, c'était un peu en test, machin, et puis là, ça y est, Ouais, c'est ça. c'est lancé. Surtout, en fait, la V1, j'avais sur-ingénieré le truc avec des microservices de partout et tout. Parce que c'était cool à Pour se l'époque, faire plaisir. pour se faire plaisir, mais tu te tires une balle très vite dans le pied et tu t'en rends pas compte tout de suite. Et quand ça Ouais, commence à devenir la galère à maintenir c'est ça. et à pusher des updates et des trucs comme ça, C'est entre un- différents packages partout, différents repos à synchroniser. C'est quand c'est l'an dernier, je me suis dit, allez, stop, on arrête tout ça, on réécrit tout dans un monolithe. Bon vieux monolithe, Node.js partout. C'est marrant, ça. Et ça marche beaucoup plus. C'est Ça un marche peu le beaucoup mieux. problème des microservices, c'est la maintenance du truc, en fait. Le microservice, c'est bien quand tu as beaucoup d'équipes, avec beaucoup de gens. Ouais, Mais quand tu es tout seul, c'est pas une bonne idée. c'est clair. C'est pas du tout une bonne idée. Et ton code est tout open source? Alors, pas encore. Il y a des, Ah, il y a des parties du MVP, du coup, qui sont open source, puisqu'à ouais. l'époque, du coup, il y avait plusieurs repos. Donc, toute la couche de crypto est open source pour montrer comment ça fonctionne. Toute la couche de tracking, donc le tracker script qui tourne chez les visiteurs, lui, il est open source, puisqu'il faut qu'il soit open source pour montrer voilà ce que je ship chez les gens. J'ai rien à cacher que je fais autre chose. Et voilà Euh, ce que je récupère aussi, quoi, du et coup. ce que je récupère. Et donc, l'autre partie qui était open source, c'était l'agrégateur d'événements. Là où je récupère finalement ce qui a été envoyé par le visiteur et je le stocke dans une base de données. Après, une fois que c'est stocké dans la base de données, c'est chiffré et toute la partie API front-end n'était pas encore open source. Mais la V2, qui du coup est dans un seul repository, je la sortirai en open source quand la bêta sera terminée. Ok. Et du coup, l'entièreté du code, littéralement, de la plateforme sera visible. Ok. Parce que le chiffrement, c'est bien, mais si tu le fais de manière privée, ça n'a aucun intérêt. Il faut que ce soit transparent, ce genre de choses. Et donc, la transparence, ça vient par l'ouverture du code, pour montrer vraiment ce qui tourne sur le... Enfin, quel est le code qui est utilisé, pour que les gens puissent le lire. Et ça vient aussi par la transparence de déploiement, c'est-à-dire, voici le code que je vous montre, mais je dois pouvoir vous prouver que c'est aussi le code qui tourne. Ouais. Ça, c'est autre chose. C'est bien de vous montrer du code, mais si je veux déployer autre chose, bah, ça vaut pas grand-chose, quoi. Ça me rappelle une certaine application pendant la Covid Ouais, où le code était open source, mais en fait, voilà. Mais c'était pas le code qui était déployé. voilà. Voilà. Ce genre de choses, il y a plein de problématiques comme ça pour essayer de prouver que c'est vraiment le serveur qui tourne. Ouais. Avec un peu de crypto, ça peut se faire. C'est pas la meilleure solution. Généralement, c'est mieux de faire confiance à un tierce party qui vérifie régulièrement que tout va bien. Ou à un réseau de tierces parties qui, tous ensemble, Ou une blockchain. Non. 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 Je la voyais venir, celle-là. Non. Et pourquoi pas bien? On fait pas de blockchain. Ça pourrait être fait pour ce genre de choses, la blockchain, typiquement. Mais c'est extrêmement wasteful, comme on dit en français. C'est inefficace au possible, la blockchain. Pour arriver à faire quelque chose qui reste une base de données à la base, tu brûles la moitié de la planète juste pour vérifier 2-3 calculs. Bref, il y a des blockchains qui pourraient fonctionner, mais la plupart du temps, quand on dit blockchain, les gens pensent à Bitcoin ou Ethereum qui sont horribles au niveau performance, au niveau efficacité. Voilà, efficience, ouais, c'est clair. Ils sont pas du tout efficients. Pas du tout. Pour arriver à vérifier quelque chose, ça te prend 4 minutes et ça brûle je sais pas combien de gigawatts. Donc, c'est clair. Non. Mais bon, il y a d'autres solutions qui sont en passe, qui sont en passe d'être développées, d'autres protocoles qui sont justement beaucoup moins énergivores, tout. Bah, mais tu prends par exemple tout le fait que le simple fait que le web entier est basé sur HTTPS, qui est basé sur une chaîne de trusted third parties.
qui sont ceux qui génèrent les certificats. Est-ce qu'on a besoin d'une blockchain pour gérer ce genre de choses? Non. On a très bien tourné avec HTTPS depuis je ne sais pas combien d'années. Ça fonctionne. Est-ce qu'on a besoin de mettre tout ça dans une blockchain? Non, ce n'est pas nécessaire. Du moment qu'on a suffisamment d'acteurs différents et bien séparés qui se mettent d'accord sur on va vérifier quelque chose, ça suffit. Ça suffit. Pareil, le système banquier mondial, il a ses failles, hein, je ne dis pas, mais il a marché pendant des milliers d'années. On va pas refaire l'épisode. On a déjà fait un épisode Web 3. On va pas refaire l'épisode sur mais ça pourrait être Web3, intéressant d'en refaire un autre. Mais bien sûr, il faut échanger, il faut confronter. Ouais, j'avais une dernière question, si je peux. Au niveau du script, tu sais, qu'on insère sur le site web, c'est quand même super important qu'il soit rapide la plupart du temps. Et est-ce que tu as travaillé spécifiquement sur cette partie-là? Typiquement, c'est une chose sur laquelle je suis comment dire, je suis moins bien placé qu'un Umami ou un Plausible, qui ont des scripts qui font 1 kilobit ou moins, parce que forcément, ils n'ont pas grand-chose à collecter et ça tient en 4 lignes. Moi, j'embarque déjà toute la couche de chiffrement, tout l'algorithme de chiffrement avec, puisqu'il n'est pas disponible sur tous les navigateurs. Et surtout, l'algorithme que j'utilise n'est pas disponible sur tous les navigateurs. Je pourrais utiliser un algorithme un peu plus vieux, typiquement RSA ou un truc comme ça, mais qui n'est pas du tout recommandé en termes de sécurité de crypto. En théorie, la seule personne qui pourrait la casser, c'est moi si j'essaie d'attaquer le truc. On pourrait juger de l'utilité du système, mais la volonté d'utiliser un algorithme assez moderne, c'était parce que un jour, RSA se fera craquer, et un jour, ma database se fera niquer par une raison ou pour une autre. C'est pas une question de quand, de si, c'est une question de quand, toujours. Les données fuites, c'est leur nature. Et donc, du coup, la question, c'était comment est-ce que je garantis la sécurité des données que je chiffre. Et donc, du coup, j'embarque forcément l'algorithme de chiffrement dans le tracker script pour qu'il puisse tourner chez le client. Et donc, c'est un script qui est un peu plus lourd que les autres, c'est sûr. Okay. Après, aujourd'hui, on peut le différer avec. Oui, bien sûr, c'est conseillé dans l'installation. De toute façon, tu rends tout ça async, différable sur Next.js, déférable. Et même le mettre sur des service workers qui viennent pas bloquer la page. Par exemple. Exactement. Mais ok. Tu peux le loader comme tu veux. C'est un script JS. Ok. Et après, tu l'as fait en mode JS pur, ou tu as fait des librairies type React ou Angular ou des trucs comme ça pour pouvoir le plugger directement pour l'intégration, tu veux dire? Ouais. Pour l'instant, il y a une librairie pour Nuxt. Ouais, j'ai vu ça. Pour Vue. C'est un pote à moi qui utilise Nuxt beaucoup et qui utilise les chiffres, du coup, qui a développé ça. Je vais faire sûrement un component pour Next.js qui utilise le script component, qui sera à 4 lignes, mais que je pourrais mettre dans un package, histoire que ce soit facile à intégrer. Et surtout, là où ça va être intéressant, c'est quand on va commencer à avoir des événements custom. Avoir une bonne API pour traquer des événements business dans ton appli, pour pouvoir suivre ce qui se passe. Et voilà. Donc, il y a pour l'instant une appli qui existe, mais qui n'est pas encore documentée, mais qui fonctionne, qui stocke des données, mais qui pour l'instant ne sont pas affichées. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt, on va dire. Okay. Mais c'est quelque chose sur lequel je vais sûrement travailler plus dans l'avenir, puisque, comme je disais, la partie web, pour l'instant, elle tourne bien. L'avenir principalement de la plateforme, c'est qu'est-ce qu'on fait avec des données qui ont vraiment du sens pour les utilisateurs. C'est vraiment instrumenter leurs applications et arriver à visualiser ça de manière cool derrière. Et tout ça, ça va passer par les custom events. Top. Ouais. Donc, du coup, tu as quand même pas mal de boulot, quoi, encore. Oh oui, ça c'est sûr. Alors après, ça reste un side project que je fais dans mon temps libre. Donc, c'est pas non plus la même approche que les alternatives que tu as proposées, qui, eux, sont souvent des boîtes
qui sont dédiés à ça et qui travaillent là-dessus 5 jours sur 7, quoi. Ouais. C'est pas du tout la même approche. Moi, c'est vraiment, je fais mon side project dans mon coin. Je mettrai sûrement un paywall à un moment dès que tu dépasses un certain volume d'événements, Ouais. histoire de rentabiliser un peu le truc. Parce que c'est bien que moi je paye pour le hosting, mais bon, ce serait mieux si ce soit partagé. Après, j'essaierai sûrement pas de scaler le système jusqu'à des millions de clients avec des gros serveurs et trucs comme ça. Enfin, j'essaie quand même de faire un système où ça peut garantir de la privacy pour certaines personnes. Il reste encore à trouver vraiment le marché pour lequel ça va bien coller. Mais ce sera clairement pas du web marketing, comme tu disais, pour des grosses boîtes, quoi. La façon dont le système est architecturé, de toute façon, je pense que ça leur conviendra pas. Yes. Mais Et cool. surtout, ils ont plein d'alternatives ailleurs. Ça marche. Ouais. Eh bien, écoute, François, top tout ça. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Patrick peut-être. Bon, on peut quand même repasser vite fait sur les solutions alternatives. En plus de chiffre.io, je répète le site de François, enfin de sa solution de François, chiffre.io, l'adresse URL, enfin l'URL. Yes. Mais si on peut repasser vite fait sur la liste, parce que finalement on n'a pas tout encore. Ouais, il y a Plausible qui est assez pareil, toujours sur le même créneau, sur appliquer une alternative. Eux, ils ont un service de cloud et je pense que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. C'est ils hostent directement sur le cloud. Du coup, ça fait un truc un peu rapide à installer et une alternative rapide en tout cas et efficace. Après, on peut l'utiliser aussi en mode open source et l'héberger nous-mêmes si on veut pas payer les fees. Il y a Tu payes ton hébergeur. Pardon? Tu payes ton hébergeur, du coup, par contre. Exactement, tu payes ton hébergeur. Après, il y a Phantom aussi. Fathom, ouais, excuse-moi. Fathom. Ouais, Fathom. C'est pas évident comme mot pour les Français, Fathom. Ouais, c'est pas faux. Et alors, je sais pas, dans mes recherches, j'avais trouvé Pirate PX. Et en fait, lui, il reprend le concept de l'image en fait, du pixel de 1.1, quoi. Et un truc super light, mais pour le coup, c'est hyper limité. Mais on mettra le lien dans la description où on prend toujours le même concept, quoi, pour éviter de sortir. Coco Analytics, je sais pas si tu connais, François. Ça me dit rien, non. En fait, il y en a tellement des trucs comme ça. Je pense qu'il y en a un qui sort tous les mois. Ok. Il y a des sites qui essaient de lister justement tous ces trucs-là. Ouais. On m'a demandé plusieurs fois de mettre chiffre dessus. Et je t'avoue que j'ai plus les noms des agrégateurs en question. Mais il y a des gens qui ont mis ça sur des awesome GitHub repo. Il y en a qui ont fait des jolies pages web avec. Ok. Ouais, en fait, c'est assez rigolo comme exercice de développer un système d'analytics. Du coup, chaque personne a un petit peu sa vision différente de comment il voudrait faire les choses. Et c'est pour ça que ça fleurit comme des pâquerettes, quoi. Ok. Et Matomo, je pense qu'il est déjà quand même bien plus en place, non, déjà? Matomo, je l'avais utilisé justement. C'était une des premières solutions que j'avais essayé avant de créer Chiffre, de self-hoster Matomo chez moi. Le self-hosting, c'est bien, mais déjà, il faut avoir des connaissances. Si tu veux juste avoir un système d'analytics pour mettre en place sur ta page web, et qui en plus, il faut que tu self-host, que tu comprennes comment fonctionne une base de données, que tu connectes tous les trucs ensemble et tout ça, c'est un peu lourd. Après, Matomo, ouais, c'était assez proche finalement de ce que Google Analytics proposait par défaut. Mais encore une fois, ouais, c'est lourd pour le commun des mortels, quoi. En termes de ce dont tu as besoin et comment c'est présenté, quoi. Ouais. C'est un peu lent, ça prend du temps à afficher des trucs. Enfin, c'est C'est bien une grosse usine à gaz, quoi. C'est une grosse usine à gaz, ouais. C'est une grosse usine à gaz quand tu veux sortir d'une usine à gaz fermée. C'est une usine à gaz ouverte. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu mieux, mais ok. C'est un peu mieux,
Mais ça dépend vraiment des problématiques que auxquelles tu essaies de répondre, quoi. Ok, top. Top. Et ouais, de toute façon, on mettra toutes les solutions alternatives dans la description de l'épisode. J'essaierai de te retrouver l'agrégateur. Ah ouais. Ouais, top. Si tu peux, si tu arrives à. Parfait. De toute façon, on pourra faire une mise à jour au pire. Si tu l'as pas tout de suite, c'est pas gênant. Yes. Parfait. Écoutez, top. Un grand merci à toi, François, pour le temps que tu nous as accordé, pour la discussion et ta vision et tout ça. Donc, super, super intéressant. Merci. Merci à vous deux de m'avoir invité. Plaisir. Ouais, et puis, à la limite, quand on reparle de open source ou de chiffrement, de blockchain et tout ça, on t'invite et puis on rediscute. Open source, par contre, clairement, parce que je fais pas mal de boulot en open source sur GitHub. La plupart, en fait, des trucs que j'ai fait pour chiffres, quand c'était possible, je les ai mis en open source. Il y a différentes petites solutions. Il y en a pas mal qui tournent bien. Et c'est vraiment une philosophie à laquelle j'adhère pleinement. Donc, si vous faites un épisode open source, ça m'intéresse, clairement. Ouais, ok. Noté. Ça marche. On prend note. Yeah. Un grand merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. Retrouvez-nous, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur les petits pouces, les petits likes et tout ça, et ça fait toujours plaisir. Yeah. Un grand merci à vous. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Il est parti.